sport d'abord. On va vous parler bien sûr de la guerre en Ukraine. Et Galia Ackerman, bonsoir, je me tourne tout d'abord vers vous. Parce que c'est vous qui nous avez alertés, c'est vous qui nous en avez parlé, un dessin animé. Pour que nos téléspectateurs commencent à visualiser ce dont je parle, c'est un peu comme les Simpsons, par exemple. Avant, c'était diffusé à la télé russe, maintenant c'est plutôt sur Internet. Et ce dessin animé a osé, que dis-je, il a pris le risque immense de dénoncer la guerre. On l'a appris chaque semaine, je le disais tout à l'heure, c'est souvent dans les petites histoires que l'on comprend mieux la grande. Alors on va la raconter cette histoire. Et puis en l'occurrence, comme vous avez visiblement vous-même pensé, Galia Ackerman, qu'il y avait quelque chose de fort qui se tramait là, on va prendre le temps effectivement de l'analyser ensemble. Donc Galia Ackerman, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivaine, historienne, spécialiste du monde russe. Vous êtes auteur de Le Régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine aux éditions Premier Parallèle. Bonsoir François Hesbourg. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, ravi de vous retrouver également. Vous êtes conseiller à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes auteur de Retour de la guerre aux éditions Odile Jacob, ça c'était en octobre 2021, mais aussi du Temps des prédateurs, la Chine, les États-Unis, la Russie et nous, aux éditions Odile Jacob, c'était en mai 2020. Bonsoir Général Dominique Trinquant. Bonsoir. Je suis ravie également de vous retrouver. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Et bonsoir à vous Jean Quatremer. Merci d'être là. On va beaucoup parler des enjeux également que vous connaissez par cœur, européens, gaz, énergie, correspondant européen à Libération. Merci d'être avec nous. D'abord, vous le savez, on va poser les faits. Rien que les faits. Les indispensables, c'est avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Donc ce dessin animé dont nous allons parler, qui va résonner fort, ce dessin animé russe, qu'est-ce que c'est précisément ? Alors cette série de dessins animés, elle s'appelle Massiania. Ce sont des dessins animés humoristiques qui s'adressent aux adolescents, voire aux jeunes adultes, un petit peu comme les Simpsons. Eh bien, ça raconte la vie quotidienne des Russes à travers les aventures d'une héroïne, Massiania, et de sa famille. Cette série, elle a été créée par Oleg Kouvaev en 2001, un dessinateur russe qui vit aujourd'hui en Israël depuis plusieurs années. 162 épisodes diffusés sur le site internet du dessinateur. Face à son succès, très vite, quelques épisodes sont ensuite diffusés à la télévision russe avant d'être arrêtés. Aujourd'hui, la série a sa propre chaîne YouTube, très populaire en Russie. Alors jusque-là, la série s'était toujours gardée de parler de politique, mais depuis mars, le ton avait un petit peu changé avant un dernier épisode détonnant. Justement, l'épisode qui nous intéresse ce soir, c'est le dernier. Il est sorti lundi et c'est une critique qui est claire, nette de la guerre en Ukraine. Oui, un épisode vu plus de 3 millions de fois en 5 jours, une satire évidente de l'offensive russe en Ukraine. Dès les premières secondes, le contexte est posé. Le personnage principal se fait réveiller brusquement. Dehors, les bombes commencent à pleuvoir. Écoutez cet extrait. Вставай, бомбятся! Ночью были взрывы в Москве, у нас, Новгород, Тверь, еще где-то там. Они все-таки напали. Вставай, говорят. Тут! Ну и вот, в 4 часа ночи долбанули по нескольким городам. Фига себе пролетело! Что это? Самолет, чё? Сейчас еще где-нибудь взрыв будет. Vous l'aurez compris, les rôles sont inversés. Cette fois-ci, c'est la Russie qui est attaquée par la Chine. Des premières bombes à 4 heures du matin, vous l'avez entendu, exactement l'heure où ont commencé les bombardements en Ukraine le 24 février. Dans le dessin animé, le président chinois explique les motivations pour lancer cette offensive contre la Russie. Des mots qui résonnent là encore, écoutez. Русские марши – это бесспорные доказательства. Там фашисты и миссия Китая – освободить мир от русских фашистов. Кроме того, вернуть исконно китайские земли и вообще, какие в жопу русские. Нет никаких русских. Это смесь татар с угорцами. У них вся культура ворованная, а язык это исковерканный украинский. Так что мы освободим русских. Учите китайский. Китайский учите. Dénazifier la Russie, reprendre des terres, des mots employés évidemment par Vladimir Poutine depuis des mois pour justifier sa guerre. D'autres parallèles sont saisissants. Regardez ces images. À gauche, un extrait du dessin animé montrant la famille obligée de se réfugier dans le métro de la ville pour fuir les bombes. À droite, les vraies images du métro de Kiev où des centaines de personnes avaient dû trouver refuge. Autre exemple, ce bombardement d'un monument. Regardez, on reconnaît là clairement le théâtre de Mariupol, des images d'horreur que l'on retrouve tout au long
des 10 minutes de l'épisode, une critique assumée d'ailleurs de la part du dessinateur à la fin. Écoutez. Знаете, вот людей от животных отличает чувство эмпатии. Это сострадание и сочувствие. Это именно то, что делает нас людьми, а не скотом. Но иногда эмпатия притупляется. После Второй мировой войны обыватели немецких городов принудительно водили на экскурсии в концлагеря, чтобы они увидели все своими глазами. Вот и вы сейчас посмотрели. Эта война – страшный позор России и проклятие. Это проклятие будет висеть над Россией теперь еще долго, а оккупанты и убийцы будут гореть в аду. И это не китайцы, извините. Простите, что мульт вышел не смешной. Но какое нахрен веселье, когда столько людей гибнет каждый день? Я офигею. Чао, какао. Et Quentin, est-ce que c'est la première fois que des artistes ou des personnes du monde de la création se mobilisent contre la guerre? Non, un collectif d'artistes russes avait déjà en mars dernier lancé une chaîne YouTube baptisée Animators Against War, une série de vidéos dénonçant la guerre. Mais leur portée est beaucoup moins importante, seulement quelques milliers de vues depuis plusieurs mois, bien moins donc que cette série Massiania, véritable icône pour des millions de Russes. Je vous remercie Quentin, puis je vous dis à tout de suite parce qu'on va parler de la place de l'astrologie dans le récit de la guerre en Ukraine. J'en reste là pour le moment, mais c'est vraiment passionnant à observer, on va en reparler dans un instant. Mais donc Galia, je me tourne vers vous. Pourquoi, Galia, avez-vous tenu, j'allais dire peut-être à ce point-là, mais à signaler cette histoire-là, ce dessin animé? Pourquoi ça vous tenait à ce point à cœur? Parce que le nombre comment on dit, visionnages Le visionnage, oui, du dessin animé. de cette série est absolument énorme. C'est une série culte déjà depuis un moment en Russie. Et maintenant, avec la guerre, en fait, ça c'est le dernier, ce que vous venez de voir. Il y avait 2 autres épisodes, en fait. Le réalisateur qui est tout seul à faire tout cet énorme travail, qui vit en Israël, donc personnellement, il n'est pas menacé. Il a fait l'épisode 160 qui montre comment cette même Massiania, donc cette petite créature que vous avez vue, arrive à se frayer le chemin jusqu'à Vladimir Poutine et elle lui apporte un poignard qu'utilise pour Harakiri, pour qu'il se suicide et meure dans la dignité. Et donc le sabre, oui, voilà. Ensuite, 161, c'était la guerre expliquée aux enfants, où les parents font une sorte de petit spectacle pour expliquer et montrer, et surtout aussi dire aux enfants que malheureusement, ils ne doivent jamais parler de ce qu'ils viennent d'apprendre parce que sinon toute la famille aura des problèmes. Et voyez, chacun de ces petits dessins animés qui durent 10 minutes à peu près, il est vu des millions et des millions de fois. Le film sur Harakiri, ça a été vu pratiquement 6 millions de fois. Et donc, c'est une sorte de phénomène de société, d'autant plus que je ne sais pas si c'est si facile que ça de regarder. Il faut probablement avoir VPN pour pouvoir regarder cette série. Et néanmoins, les gens le font. Et voyez, là, quand c'est transposé, c'est-à-dire c'est les Chinois qui attaquent la Russie, et ce sont les Russes ordinaires qui paient les conséquences. Maintenant, les allusions sont très transparentes parce que la ville où il y a toutes ces explosions, où on détruit les monuments architecturaux énormes, s'appelle Mariupol. C'est une sorte de fusion entre Saint-Pétersbourg, Saint-Mariupol et Mariupol. C'est vrai que c'est très transparent en réalité, voilà. Mais est-ce que c'est la démonstration de voix de plus en plus fortes et de plus en plus nombreuses de la contestation dans l'opinion russe? Est-ce que ça nous raconte ça aussi et surtout derrière? Bien sûr, je pense que ce réalisateur, Oleg Kuvayev, il a touché vraiment à quelque chose de très sensible parce qu'il n'y a rien de meilleur que d'essayer de se mettre à la place des personnes attaquées. C'est une chose quand vous voyez que ça arrive à quelqu'un d'autre et c'est une autre chose quand subitement vous vous rendez compte que ça peut vous arriver également. François Hesbourg.
Oui, c'est absolument formidable de savoir qu'il y a des millions de vues. Cela étant dit, le vecteur est bien choisi parce que pour l'instant, YouTube est d'accès direct facile en Russie. Il n'y a pas besoin de VPN pour le moment pour accéder à YouTube. Et ce qu'il faut craindre, c'est que les mesures de répression vont s'étendre, j'allais dire, pour imposer un modèle d'Internet à la chinoise, c'est-à-dire avec une grande muraille numérique, empêchant notamment l'accès direct à YouTube, qui est peut-être effectivement le dernier grand vecteur de masse auquel les Russes peuvent avoir accès sans courir de risques. Sans courir des risques. À ce stade, oui, puisque l'accès est pour le moment libre. Général. Oui, vous êtes sûr que c'est libre pour tous les sites? Je ne sais pas si c'est vrai pour tous les sites, mais moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y avait pas besoin de VPN pour aller sur YouTube. Que c'était encore, pour l'instant, et je souligne, pour l'instant, il était relativement commode de pouvoir y accéder directement. Général Trinquant, la lecture que vous faites, encore une fois, effectivement, il y a des risques majeurs dans la contestation face à l'opinion majoritaire du Kremlin. Mais cette contestation par détournement des artistes qui arrivent au départ à montrer, regardez, la Russie attaquée par la Chine, en gros, mais avec la conclusion sans ambiguïté à la fin que c'est bien de la Russie attaquant l'Ukraine dont il s'agit. Mais ce détournement, c'est quelque chose, le détournement artistique pour contourner un totalitarisme, c'est quelque chose qui existait à l'époque soviétique déjà et qu'on retrouve là. Et donc, je trouve que c'est une façon... Alors évidemment, il est en Israël, donc c'est facile pour lui de le faire. Mais ceci étant, compte tenu du nombre de vues qu'il a, c'est quelque chose qui est beaucoup regardé en Russie. Donc, je trouve que c'est très intelligent, cette façon artistique de détourner les choses pour contourner le totalitarisme. Et ensuite, tout le monde va parler probablement de ce petit personnage. Et c'est quelque chose qui se répand comme une traînée de poudre après. Oui, Jean. Oui, mais et là, je crains que ça ne suffise pas à faire évoluer véritablement l'opinion publique russe. Ceux qui iront le voir savent parfaitement ce qu'ils vont voir. Et est-ce que les grandes lignes de société russe bougeront? Je ne crois pas. Encore une fois, je trouve que le parallèle qui est fait avec ce qui se passait du temps de l'URSS est tout à fait fondé. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui protestaient, qui contestaient, les fameux dissidents. Est-ce que ça a changé l'équilibre de la société russe? Non, la société russe... la société russe s'est effondrée sur elle-même et pas à cause des dissidents. C'est ça, pour moi, qui est fondamental. Mais Galia Ackerman, est-ce qu'il n'y a pas un petit tournant quand même en ce moment? Alors, on en a déjà parlé. Il y a eu un sondage d'un institut indépendant cette semaine qui montre que 30% des Russes sont opposés à la guerre. C'est l'institut Medusa. Alors, je sais que vous mettez beaucoup de précautions régulièrement, Galia Ackerman, en disant attention, ça peut être tout à fait manipulé. Il y a le FSB qui a des moyens énormes pour essayer de détourner les réponses, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même, encore une fois, un tournant dans l'opinion? Vous nous avez, pendant des mois, par exemple, après j'arrête, mais dit, regardez bien le jour où les cercueils des soldats russes rentreront au pays et quand les mères pleureront leurs enfants, quelque chose se passera. Ça commence à être le cas. Ça commence à être le cas. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Quatremer parce que les dissidents étaient un phénomène très marginal, en fait, en Union soviétique. Ils étaient... peut-être pour toute l'Union soviétique, à tout casser quelques milliers. Et l'influence qu'ils avaient était aussi très limitée parce que la lecture d'un texte émanant de dissidents, il y avait toutes sortes de publications essentiellement consacrées aux problèmes de droits de l'homme, d'arrestation, des rapports, des procès sur les dissidents. Donc, il y avait les dissidents eux-mêmes, il y avait une sorte de cercle autour d'eux qui lisait cela. Mais c'était extrêmement limité. Là, nous parlons quand même de millions de personnes qui regardent. Maintenant... Sur la question des cercueils, parce que, pardon, c'est pas qu'on guettait ce moment-là, mais ça fait des mois que vous-même vous dites, le jour où les cercueils de soldats russes arriveront au pied des mères russes, quelque chose dans l'opinion pourrait se passer. On y est. On y est, c'est vrai. Maintenant, jusque-là, le phénomène a été contenu
parce que les gens qui allaient en Ukraine étaient en grande partie recrutés en tant que volontaires, on peut dire mercenaires si vous voulez, mais en tout cas des contractuels. Donc déjà, les gens acceptaient volontairement se rendre là-bas. Ensuite, il faut voir que la répartition géographique, c'est plutôt des régions, comme on dit en Russie, régions dépressives, c'est-à-dire des régions très pauvres, comme le Caucase du Nord. Tout le Caucase du Nord est extrêmement pauvre, comme la Bouriatie, comme Touva, etc. On a évité de chercher les contractuels dans les grandes villes, parce que dans les grandes villes, la diffusion de l'information est très différente. Aussi, dans ces régions pauvres, il y a moins de gens qui utilisent Internet, moins de gens qui utilisent les réseaux sociaux, c'est-à-dire le phénomène est encore limité. Maintenant, la question est de savoir quel est l'avenir. Il est évident que pour réellement conquérir l'Ukraine comme Poutine le veut, il lui faut non pas 150 ou 200 000 soldats, mais peut-être 2 ou 3 millions. Où est-ce qu'il va aller chercher? C'est-à-dire, si on va vers l'extension et la prolongation de ce conflit, je pense qu'il ne pourra plus seulement utiliser les gens peu éduqués qui vivent dans des confins de la Russie. Et là, oui, ça risque, comme on dit, de barder. Mais sauf qu'en parallèle de ce que vous nous expliquez là, il y a aussi un durcissement de la répression. Il y a eu une loi qui est passée à la Douma encore récemment pour une répression toujours plus vive de ceux qui s'opposeraient. Je précise juste, François Hesbourg, pour illustrer, un élu, par exemple, municipal a été condamné à 7 années de prison pour avoir dénoncé la guerre. Et là, on a appris ces dernières heures qu'un opposant qui s'appelle Ilya Lyachin, une enquête a été ouverte par un comité d'enquête pour diffusion de fausses informations. Là, on monte encore d'un cran dans la répression, parallèlement à la libération peut-être de certains sentiments. Mais ce que vient de dire Madame est tout à fait exact, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine ne peut pas être menée dans la durée par la Russie sans faire appel à des ressources humaines qui débordent très largement du vivier des contractuels du Caucase ou de Bouriatie qu'elle évoquait. Pour pouvoir puiser dans un vivier plus large, il va falloir que la répression devienne beaucoup plus forte. Et à YouTube, je serais très surpris que dans un an, il y ait encore un accès libre à YouTube en Russie, pour prendre un exemple limité, mais de façon beaucoup plus large. Et le régime va se radicaliser de plus en plus. Et, ils vont se dire, les petits jeunes qui utilisent les VPN, qui savent utiliser les outils modernes, qui pourraient faire la prospérité future de la Russie, ceux-là, ils partent à Helsinki, ils partent à Stockholm, ils partent à New York, ou que sais-je. Tant mieux, bon débarras. Et la société russe sera repliée sous la domination d'un dictateur de plus en plus coupé du monde. C'est comme ça que les conditions pourront être créées pour obliger les jeunes à aller se faire trouer la peau en Ukraine. Donc c'est les besoins militaires et le durcissement de la dictature sont deux phénomènes qui vont ensemble. Malheureusement. Vous avez l'air oui, d'accord. Je pense que, si vous voulez, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est depuis le départ, le problème de ressources humaines, pour parler dans le langage des managers, des ressources humaines de la Russie dans cette guerre. Dès les premiers jours, le président Poutine a parlé de l'augmentation des primes, de l'augmentation, etc. Donc il savait que même les soldats qui étaient engagés, il y avait déjà des problèmes. Ensuite, il y a un problème de recrutement. On le voit bien avec les mesures qui viennent d'être appliquées, avec des primes absolument fabuleuses, avec l'obligation pour les républiques autonomes, enfin tous les territoires autonomes, de se mouiller. C'est-à-dire, en gros, c'est vous qui êtes responsable. Si vous n'amenez pas un bataillon, c'est vous qui serez fautif. Donc, il y a un problème de ressources humaines globalement. Donc, la Russie a ce problème pour faire la guerre dans la durée. Le deuxième sujet, c'est probablement un problème générationnel. Et là, le dessin animé, on le voit bien. Vous parliez des gens qui vont... Alors, il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté la Russie, qui sont ailleurs, qui sont en Finlande, qui sont en Turquie, qui sont en Arménie, qui sont dans les pays baltes.
Donc beaucoup de jeunes qui sont partis ailleurs. Et dans les sondages qui sont faits en Russie, on vous dit que les jeunes, plus de 55% de ces jeunes sont contre la guerre. Donc il y a un décalage qui existe en Russie avec ces jeunes. Et donc le président Poutine va devoir forcément verrouiller et durcir son système. Et est-ce que ce système va pouvoir aller jusqu'au bout parce qu'il n'aura pas assez de soldats envoyés à la guerre? Parce que si la guerre dure, il va falloir quand même occuper tous ces pays. Or, occuper tous ces pays, ça nécessite des ressources dans la durée. Ce n'est pas des soldats engagés pour 4 mois.